Bonjour et bienvenue dans We Love Mobility, le premier podcast dédié aux tendances et au futur de la mobilité internationale et de la gestion des talents. Retrouvez-nous sur la page LinkedIn de We Love Mobility pour suivre l'actualité du podcast et interagir avec nous. Ce mois-ci, je vous propose un épisode pas comme les autres. Pour ce 8e épisode, écoutez un best-of des passages dédiés aux tendances de la mobilité internationale et du recrutement des talents, avec des astuces et des bonnes pratiques de nos 7 super premiers invités. Pour le tout premier épisode, j'ai reçu Cynthia Calatin, responsable mobilité internationale chez Criteo. Depuis le Covid, une des problématiques majeures que doit gérer la mobilité internationale chez Criteo, c'est la question du télétravail à l'international. En fait, la population Criteo, surtout dans la maison mère à Paris, il y a beaucoup de salariés internationaux. Et du coup, certains ont souhaité retourner dans le pays d'origine ou changer de pays et autres. Et c'est vrai que tout de suite, j'ai dû mettre le haut là parce que c'est vrai que les managers, et je leur en veux pas, c'est pas partie de leurs compétences, pour eux, un ordinateur et une connexion Internet suffit. Sauf que j'ai dû mettre le haut là en disant, mais alors attention, alors dans les faits, ça se passe comme ça, mais dans le monde de la mobilité internationale, moi j'ai eu des raids d'alerte partout, immigration, fiscalité, établissement stable, détachement, tout ça. Donc je leur ai dit, il va falloir vraiment canaliser tout le monde. Un Covid Committee a été créé pour encadrer les pratiques. Et en fait, on avait un Covid Committee qui était composé des exec people, mais pas que. Et ils ont tranché à 4 semaines. D'accord. Donc, du coup, les salariés sont autorisés à rester jusqu'à 4 semaines consécutives par an dans un pays hors de leur contrat de travail, avec des exceptions telles que les États-Unis, parce que c'est par État, et l'Espagne, parce que c'est par région. Mais voilà, ils ont cette possibilité-là et ça nous permet de cadrer et d'éviter les risques, que ce soit pour nous en tant qu'employeurs, mais pour eux en tant que salariés. Et la politique de télétravail à l'international chez Criteo est en pleine évolution. Enfin, Criteo est très à cheval sur la compliance, notamment depuis le Covid. Comme je le disais, ça a rendu les mobilités plus complexes. Et du coup, encore plus vigilante sur l'aspect compliance, quoi. Donc, alors j'étais du genre à prendre mes précautions, mais là, c'est vrai que je suis encore plus, je vais pas dire parano, mais ceinture et bretelle. Ouais, exactement. Des fois, je dis voilà, je préfère vérifier plusieurs fois, m'assurer parce que voilà, on n'est pas à l'abri d'un audit, on n'est pas à l'abri d'un loupé et les conséquences sont pas neutres. Et c'est vrai que Covid, ça a compliqué les choses. Pour le 2e épisode, j'ai reçu Ludivine Requena, responsable mobilité internationale chez Carrefour. Ludivine insiste sur l'énorme avantage à mettre la mobilité internationale au service du talent management et le rôle que la mobilité internationale a à jouer dans le développement de carrière des collaborateurs. Tu m'expliquais que finalement tout part du talent management qui identifie les talents, les bons profils, qui vont les recruter et que toi, à ton niveau, tu es sollicité dès lors qu'on parle d'international. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Et je trouve que c'est une grande chance d'avoir ce type d'organisation, que je recommande d'ailleurs, parce que sur le même plateau, nous avons l'ensemble des équipes. Donc, Compenben Mobilité, l'équipe gestion des carrières et l'équipe université qui est en charge du développement de toutes les formations en leadership. Donc, nous sommes sur le même plateau, nous travaillons tous de concert, nous communiquons énormément ensemble. Il y a des passerelles qui ont été créées dans nos différentes activités pour donner du sens. Oui. Et moi, je parle souvent de la mobilité internationale en disant « je suis au service du talent management ». Comme le Compenben est au service du talent management. Elle met aussi en avant l'importance de prendre en compte la RSE dans la mobilité internationale. Les sujets de préoccupation du moment ou à venir. Je pense que la mobilité internationale appliquée à la RSE est un point important. On va particulièrement être vigilant, je pense, dans le futur, enfin, dès aujourd'hui, mais particulièrement dans le futur, sur les déménagements. On sait que au-delà du coût, c'est pas très bon pour l'environnement. Donc, comment on peut être innovant ou voir autrement, accompagner différemment en fait nos expatriés dans les pays autrement qu'en leur proposant un déménagement. Ça, là-dessus, moi, j'ai déjà mis en œuvre certaines actions, en tout cas testé certaines autres méthodes que le déménagement, et ça fonctionne. Beaucoup de sociétés se sont développées dans la location des meubles, dans simplement de la location meublée de logements. Je pense à quoi d'autre ? Les vols, tout ce qui est voyage d'affaires ou voyage en fait intermédiaire, parce que l'aller et le retour, évidemment, c'est incompressible, on pourra pas l'éliminer. En revanche, les voyages intermédiaires, beaucoup d'entreprises optent pour un budget voyage ou pour un nombre de billets d'avion. Là, tu parles dans le cas d'une expatriation, les retours en France, exactement, par exemple. D'accord. Des retours dans le pays d'origine. Est-ce que demain, on ne pourrait pas envisager autre chose ?
Avec François Louvel, Head of Recruitment chez OMA, pour le 3e épisode, on a parlé de l'importance pour OMA d'aller recruter des talents à l'étranger. Nous, notre volonté de s'étendre à l'étranger et de recruter des talents étrangers, elle repose sur plusieurs raisons. La première, c'est que on est, nous, sur un marché international, et que si on n'était que des Français au sein de la boîte, on aurait un biais, en fait, franco-français. Et c'est très important pour nous de représenter en fait la diversité même de nos utilisateurs, donc en termes de genre, de nationalité, de culture. Donc déjà c'est un premier objectif qualitatif, on va dire. François nous parle également des enjeux que connaît son entreprise en termes de RH et plus globalement quand on est une start-up qui grandit. Les premières années, on est pris dans le feu l'action et que la priorité c'est de recruter. On a recruté, j'ai un exemple, en début janvier, on a 26 personnes qui ont commencé chez nous. Ah ouais. Pour le mois de 200, donc on a tendance à être très pris par ça et ne pas avoir le temps de faire le petit pas de côté pour dire mais est-ce que ce qu'on fait on pourrait pas l'optimiser, est-ce qu'on pourrait pas parler avec des gens qui pourraient nous partager leur expérience. Et heureusement on est un peu plus staffé maintenant, on est 5 au niveau de l'équipe TA. On a mis en place des process aussi qui nous permettent de gagner du temps et l'idée c'est maintenant de dire, le relever un peu la tête du guidon. Et de se dire, ok, comment je gère le futur. Mais c'est vrai que c'est souvent un peu par casualité, par coïncidence, on trouve des solutions. Ah tiens, j'ai vu sur LinkedIn où j'ai rencontré un tel et qui m'a dit qu'il faisait ça. Tu testes. Mais c'est après. Pas... J'aimerais aller un peu plus loin quand même. Et se poser un peu et réfléchir vraiment... Pour le 4e épisode, j'ai reçu Ludivine Clément-Ravon, directrice de l'International Mobility Club du Cercle Magellan. Ludivine nous parle de l'importance de se tenir informé par le réseau quand on exerce dans la mobilité internationale. Je pense que créer son réseau en mobilité internationale, c'est très important. Tout simplement parce que la mobilité internationale, c'est un métier qui n'est pas forcément très bien connu. C'est un métier de niche, c'est un métier d'expertise qui peut potentiellement entraîner un certain isolement aussi au sein du département RH. Pas forcément un isolement volontaire, mais on a des problématiques qui ne sont pas forcément comprises en interne, qui ne sont pas forcément suffisamment entendues également. On a besoin de vraiment expliquer cela. Donc c'est vrai que le réseau permet réellement un échange avec des pairs, avec des gens qui comprennent ce qu'on vit au quotidien, les problématiques auxquelles on fait face, les besoins qu'on a également. Donc c'est vrai que ça permet réellement de s'enrichir. Et du rôle de LinkedIn pour se tenir informé. Pour moi, LinkedIn, c'est vraiment un moyen de se constituer un premier réseau. C'est un réseau qu'il faut vraiment prendre en main et enrichir, je dirais. Développer, voilà. Ça nous permet, on ajoute des pairs, on peut échanger, on peut poser, demander à échanger si on voit qu'un pair a des pratiques qui nous semblent intéressantes ou confronter des points de vue, ça c'est assez intéressant. Au-delà d'ajouter des gens, il y a tout simplement ce que j'ai dit juste avant, les posts, les groupes aussi. Ça c'est un point que j'ai pas forcément. Les groupes LinkedIn. Il y a beaucoup de groupes LinkedIn en mobilité internationale. Il y a des groupes qui sont très spécialisés, il y a des groupes qui sont beaucoup plus généralistes. Typiquement, en groupe spécialisé, par exemple, je pense à un groupe sur les entreprises qui possèdent des GEC. Il y a des groupes qui sont dédiés à ça. Il y a des groupes sur la mobilité internationale en général. Avec Ouria Auray, International Mobility Officer chez Natixis Group BPCE, pour le 5e épisode, on a parlé du rôle de la mobilité internationale dans l'accompagnement des expatriés. On a à cœur de mettre un focus ou d'être davantage dans l'écoute. Et on est très vigilant sur certains profils d'expatriés avant le départ, parce qu'on n'est pas à l'abri d'un nouvel événement majeur comme ça. Et on redouble de conseils lors de la préparation au départ, mais également une fois l'installation dans le pays d'accueil réalisée, on reste en contact avec les expatriés, surtout ceux qu'on sent un peu plus fragiles ou en demande, tout simplement. Certains sont totalement autonomes et n'ont pas besoin ou ne manifestent pas de besoin d'être accompagnés au-delà de leur installation dans le pays d'accueil. Mais en tout cas, dès qu'on ressent un besoin d'un collaborateur de plus de présence ou de proximité, on le fait. Ouria nous explique aussi le challenge du retour d'expatriation qui est une phase clé dans une carrière professionnelle pour les collaborateurs.
Alors, on dit, hein, c'est reconnu, hein, une période de sa carrière passée à l'étranger en mobilité internationale, ça doit être un booster de carrière pour la suite. Je pense qu'on accompagnera de plus en plus ces collaborateurs-là au retour d'expatriation, peut-être pour une nouvelle mission à l'étranger ou pour leur permettre d'évoluer au sein de l'entreprise sur des postes à responsabilité. On a un programme chez Natixis qui s'appelle le Leadership Programme et je pense que la plupart des collaborateurs qui sont dans ce programme auront dans leur carrière une évolution à l'international. Pour l'épisode 6, j'ai reçu 2 invités, Emma Bonnet et Scheherazade Bezard, toutes 2 expertes mobilité internationale chez Business France. Ensemble, on a parlé de la nécessité pour une entreprise française qui recrute des talents à l'étranger de s'informer le plus en amont possible sur les démarches et les délais à anticiper. Ce qu'on rencontre de manière générale, c'est notamment des questions au niveau des délais. C'est-à-dire qu'on va avoir des entreprises qui n'anticipent pas forcément suffisamment les délais, ou même des talents internationaux qui ne se rendent pas compte qu'ils doivent vraiment anticiper les démarches pour faire des changements de statut, par exemple, pour la demande de visa, pour les demandes d'autorisation de travail. Donc vraiment, on va avoir toutes ces questions au niveau des délais. Aussi, ils ne se rendent pas forcément compte que selon le profil de la personne qui est recrutée, par exemple, selon les conditions du poste, selon l'entreprise en question, il y a certains types de séjours, par exemple, qui vont être possibles ou d'autres non. Et dans ce cadre-là, la procédure va différer et c'est là où on va avoir des délais qui peuvent être plus ou moins importants. Emma et Scheherazade nous parlent aussi de l'importance, pour les entreprises qui recrutent dans la tech notamment, de travailler sur leur marque employeur pour attirer les meilleurs talents. On assiste vraiment sur certains profils très spécifiques, pas seulement dans la tech, hein, dans d'autres secteurs aussi, mais il y a une vraie pénurie de main-d'œuvre. Donc, en fait, le recrutement à l'international fait partie des solutions pour pallier à cette pénurie. Et par contre, de fait de la rareté des profils, les sociétés se retrouvent face à des talents qui font jouer la concurrence. Et donc, en fait, les entreprises ont vraiment intérêt à montrer leur côté attractif. Alors, vendre la France, ça suffit plus actuellement, même si la France a un attrait naturel bénéfique. Mais il faut vraiment que les entreprises travaillent sur leur marque employeur et qu'elles arrivent à convaincre les talents de les rejoindre, mais en les convainquant, leur dire qu'ils seront accompagnés aussi dans cette arrivée, parce que c'est pas toujours évident de se dire je vais changer de pays, je vais m'installer en France. Donc voilà, si les entreprises veulent vraiment fidéliser et pérenniser leurs talents au sein de leur structure, pour moi, il faut vraiment qu'elles travaillent leur marque employeur, ou sinon elles risquent de perdre leurs talents et qu'ils changent d'employeur. Pour le 7e épisode, j'ai reçu Paul Cavant, responsable talent chez BPI France. Paul nous explique que le recrutement dans le futur devra évoluer en intégrant l'intelligence artificielle, mais en gardant néanmoins la dimension conseil humain dans les étapes clés du process de recrutement. L'intelligence artificielle, pour le moment en tout cas, hein, sauf ChatGPT 10 qui arrive et qui révolutionne un petit peu tout, mais est là pour faire gagner du temps, automatiser énormément de tâches. Je pense qu'on vit tous un peu la même chose dans tous les secteurs, en tout cas tous les métiers de service. Ce qui va se passer, c'est que tout ce qui globalement est faisable via notamment alors l'IA générative, mais il n'y a pas que l'IA générative, il y a l'IA d'analyse, l'IA décisionnelle, il y a plusieurs formes d'IA. Tout ce qui demain peut être opéré par ces IA sera tout simplement remplacé, et donc globalement ne restera que la dimension, je pense, à mon avis, conseil et d'accompagnement, ce que nous faisons très souvent, nous, au quotidien, en tout cas sur les missions que nous avons. Pareil pour effectivement les recruteurs en interne, il y a toute cette dimension conseil, de pouvoir mettre en place les bons process, de connaître son environnement, connaître ses hiring managers, ses besoins. Il y a tout un paramètre, de toute manière, de facteurs qui ne pourront à un moment donné ne pas rentrer. Être automatisé, en fait. Oui. C'est la logique de la chose. Paul nous donne aussi ses conseils pour les startups qui souhaitent se simplifier le recrutement. Le recruteur en startup, son objectif principal, en fait, quelque part, alors encore une fois, on part du principe que la startup est en voie d'accélération, n'est pas encore connue, n'a pas encore de marque employeur à Conto, voilà, Doctolib et toutes nos licornes un peu stars. Son but à lui, effectivement, va être en réalité d'inverser la vapeur. C'est-à-dire d'être dans une position de force, entre guillemets, où globalement, c'est lui qui pourra à la fin décider des talents qu'il choisira, en fait, à retenir dans son équipe. Donc en partant de ce postulat-là, son job à lui, c'est effectivement de faire un gros travail sur, la partie outils, parce que ça va être le nerf de la guerre pour son quotidien, forcément. Donc un bon ATS, des bons outils aussi de suivi, d'onboarding,
Mais je pense que l'ATS, c'est quand même la base. Je peux pas faire de pub, mais il y en a certains qui marchent très bien sur le marché. Et aussi, effectivement, d'avoir cette conscience de ce que véhicule aujourd'hui la marque, en fait, la marque employeur, de ce que véhiculent les employés de la start-up aussi, et d'avoir vraiment cette conscience-là, de la rationaliser aussi au travers de KPI, de voir les ratios, de voir un petit peu justement le nombre de candidatures, ce qui marche le mieux, sur quel canal, avec quel message, enfin de tester un maximum pour avoir justement ces retours et essayer d'améliorer ces KPI, comme un growth ou comme un sales, hein, globalement. Mes derniers conseils aussi, c'est surtout d'impliquer un maximum, ce que nous faisons aussi d'ailleurs au quotidien, tous les managers concernés, en fait, tout simplement, parce que le recrutement, c'est toujours au moins un jeu de double minimum. Et plus ils seront concernés, plus ils seront impliqués, plus ils seront responsabilisés aussi, formés, parce que beaucoup ne savent pas, même faire passer les entretiens, ça paraît bête. Mais plus ils seront accompagnés, plus globalement eux-mêmes grandiront, parce que c'est quand même le rôle du manager, c'est d'étendre son réseau et d'être capable de recruter son équipe. C'est la fin de cet épisode hors série, merci de l'avoir suivi. On vous donne rendez-vous le lundi 4 septembre avec un nouvel épisode et un nouvel invité. D'ici là, n'hésitez pas à partager cet épisode avec quelqu'un qui pourrait être intéressé.